Bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois Claire Fanjul. Bonjour Claire. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de ta démarche artistique? Oui, alors je suis artiste dessinatrice et je travaille principalement à la plume et à l'encre de Chine sur papier, mais aussi sur des supports en 3 dimensions, par exemple des œufs d'autruche, des sphères en bois massif ou encore des crânes en céramique, en faïence. Et donc ça me permet d'explorer, de créer, de restituer tout un univers graphique basé sur l'imagination, le rêve, que je développe uniquement en noir et blanc, donc aussi bien à l'encre de Chine qu'au Posca, au marqueur Posca. Et voilà. Et tes sources d'inspiration, quelles sont-elles? Alors, comme j'ai fait beaucoup de gravures avant de pratiquer le dessin, en fait, c'est des sources d'inspiration liées à cet univers de l'estampe. Donc, j'ai moi-même une petite collection d'estampes. Donc, l'univers des graveurs du 15e, 16e siècle. Ça peut être aussi l'univers du Moyen-Âge, le baroque, le rococo, tout ce qui est assez, comment dire, qui a une forte symbolique, un univers surchargé, un univers riche et foisonnant. Des formes comme ça imbriquées les unes dans les autres, qui vont former des décors ornementaux aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et, et donc tout ce qui est bestiaire aussi, l'univers animalier, des chimères, des bestiaires, des créatures fantastiques. Donc voilà, une compilation de ces éléments-là. Ton travail est extrêmement minutieux. Est-ce que tu pourrais nous en montrer un exemple, s'il te plaît? Oui. Alors par exemple, un œuf d'autruche. Alors là, c'est quand même étonnant comme support, un œuf d'autruche. Pourquoi un œuf d'autruche? Alors en fait, c'était mon galeriste précédent à Bruxelles, donc la galerie Mazel, qui m'avait qui avait confié à l'ensemble de ces artistes donc des œufs d'autruche pour se présenter en quelque sorte à l'entrée de la galerie. Et en fait, graphiquement, déjà j'ai apprécié ce support. Et puis je pense que ça a bien accroché puisque l'univers comme ça très très foisonnant et puis contrasté avec ce noir, le noir de l'encre Posca et puis la teinte de la coquille d'œuf qui est laissée nue en quelque sorte. Donc voilà, ça me permet d'exprimer des choses tout en finesse avec des pointillés, des hachures, une grande quantité de formes comme ça qui vont s'entrelacer. On ne sait plus trop s'il y a un premier plan, un avant-plan. J'essaye de travailler en laissant apparaître donc l'arrière-plan et en amenant que à partir du noir comme ça des contrastes et des formes assez libres en fait, puisque je ne fais pas de dessin préparatoire en fait. D'accord. Alors justement, quand on regarde ton travail, on a l'impression qu'il y a plusieurs histoires qui cohabitent, qu'il y a pas, c'est pas une seule et même histoire, c'est qu'il y a plein de petits univers qui sont juxtaposés. Alors, par exemple, j'ai ici j'ai commencé un crâne en faïence et on voit bien ici. Moi-même, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Là, c'est l'univers des démons japonais aquatiques. Donc, j'invente en fait des créatures aquatiques, donc des sortes de poissons avec des têtes d'animaux fantastiques. Et là, ça sort tout droit de mon imagination. En fait, j'aime bien l'idée d'aller puiser dans mes souvenirs de ce que j'ai pu capturer comme ça à droite et à gauche dans la culture populaire, dans le folklore, dans l'univers traditionnel. Et donc, je compose les formes, je compose mes créations avec des formes qui vont se greffer les unes aux autres. Alors, tu collabores au tout premier numéro d'Omni et qui est consacré au dessin. Alors, dis-moi, le dessin pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, le dessin, d'ailleurs, c'est difficile à définir, j'ai l'impression, même pour les foires qui sont consacrées uniquement à cela, puisque moi-même, quand je participais, je me disais, mais comment les jurys vont
définir exactement le dessin. Est-ce que c'est l'épaisseur de la matière qui est déposée sur le papier? Est-ce que si on ne travaille pas sur papier, ça devient une peinture? Mais en même temps, on peut dessiner sur une toile. Et la preuve, on peut dessiner sur une surface en céramique. Ou même si je montre cette sphère, par exemple, c'est du bois. Et le marqueur Posca, c'est un marqueur peinture. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là aussi, il y a presque une contradiction. Mais moi, quand je travaille, c'est typiquement lié au dessin. Enfin, j'ai l'impression que je pense par le trait et non pas par la touche colorée. Déjà, il n'y a pas de couleur, mais même en dehors de ça, même si j'étais peintre en noir et blanc, je pense qu'il y a l'idée d'une touche picturale qui, là, n'est pas présente. Donc, ça serait plutôt… oui, je vois ça comme un geste plus fluide et spontané, le dessin, et puis comme quelque chose qui n'est pas forcément rapide, puisque la preuve, je mets beaucoup, beaucoup de temps à exécuter mes créations. Donc, ça peut faire référence à la lenteur, à quelque chose de méditatif, mais ça serait peut-être plus spontané, oui, je ne saurais pas, plus graphique. Voilà. Alors, toujours dans Omni, tu déclares ne suivre aucune règle de composition traditionnelle et que chaque détail du dessin a son importance. Alors, en fait, c'est dans l'idée que les perspectives sont complètement tronquées. Par exemple, ici, je vais faire des perspectives en plongée et puis en contre-plongée à côté, avec, par exemple, pour les bâtiments, hein, ou des perspectives cavalières pour faire certains détails. Mais elles sont pas intégrées dans un ensemble. En fait, c'est plein de petites scénettes qui sont vues de différents points de vue et qui sont là encore juxtaposées les unes à côté des autres et qui vont créer une narration qui n'aurait pas eu lieu. En fait, c'est en se retrouvant à côté de quelque chose qu'une créature fantastique, par exemple, va prendre un tout autre sens parce qu'elle est à côté d'un blason, par exemple. Et sinon, au niveau de la hiérarchie, par exemple, cette créature qui est plus grande sur la sphère, j'ai l'impression, à ce stade, alors peut-être par la suite, elle va être noyée par le reste des éléments, mais j'ai l'impression qu'elle va apparaître de manière plus forte. Mais ce n'est pas pour autant que je vais la travailler de manière plus prononcée. En fait, chaque détail a son importance, donc il n'y a justement pas vraiment de hiérarchie, puisque oui, le moindre détail d'une écaille de poisson ou d'une vague va être ciselé en quelque sorte de la même façon. Et je dis ciselé pour emprunter le vocabulaire des graveurs. Alors, pour le coup, il y a autant de lectures possibles que de personnes qui regardent ton travail. J'espère, oui. Je me dis que finalement, la lecture d'une œuvre, elle est liée au passé du spectateur, à sa culture, à sa sensibilité, à ses références culturelles, artistiques, cinématographiques, à plein de choses. Du coup, justement, j'ai l'impression que c'est un art, enfin, c'est ce à quoi je prétends, c'est un art qui est assez accessible, même si j'imagine que ça peut paraître austère au premier regard parce que c'est du noir et blanc. Mais j'ai l'impression que les personnes qui sont intéressées par mon travail vont s'accrocher à un détail et ensuite ils vont plonger dans l'univers. Les quelques personnes m'ont décrit la chose de cette façon. Donc c'est un détail qui va les accrocher. Ensuite, ils s'amusent à parcourir le reste de l'œuvre. Voilà. Et toi, lorsque tu commences une œuvre, tu ne sais jamais où tu vas. Alors là, je sais que les planètes, il y aura des roses des vents que je suis en train de composer ici. Donc ça crée une sorte de structure. Mais après, en effet, les territoires, je ne sais pas du tout où ils vont s'arrêter, commencer. Est-ce qu'il y a une créature marine qui va prendre plus de place? Ça, c'est ça qui est excitant, justement, dans ce travail, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et tu mets combien de temps à créer une œuvre? Alors, c'est pas évident à déterminer parce que là, par exemple, j'ai des œufs en cours de travail, un crâne. En même temps, je fais justement la couverture d'OVNI. Enfin, j'avais réalisé ce dessin auparavant et après, on a pensé que ça serait une bonne idée. Donc, c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs travaux en cours.
Et j'aime bien passer d'un support à un autre pour ne serait-ce que soulager la main qui travaille, parce que si c'est un geste répétitif, ça peut être douloureux. Donc, c'est pas évident de savoir combien de temps, mais je dirais peut-être, je sais pas, 15 jours, peut-être pour une sphère, et puis beaucoup moins pour un crâne. Et c'est assez je sais que, par exemple, les dessins à la plume et à l'encre de Chine, ça, c'est vraiment très, très long, parce que c'est extrêmement fin. Donc là, je compte même pas parce que voilà, c'est abstrait de toute façon, la notion du temps. Alors Claire, c'est un tout premier numéro, Omni. Que penses-tu en fait du concept d'objet média non identifié, puisque c'est cela que ça signifie? Alors, quand je l'ai reçu par la poste, j'ai apprécié déjà l'objet en lui-même, l'idée que ce soit un papier agréable, parce que je suis quand même sensible au papier, à la couleur, à la teinte du papier, puis aussi au gaufrage et à la couture. Et après, dans le contenu à proprement parler, bon, il y avait quand même une carte à l'intérieur, donc là, j'étais attirée, je me suis dit, il y a un signe. Et ensuite, au départ, j'ai trouvé ça contradictoire, l'idée que ce soit un support papier avec, comment ça s'appelle déjà, QR code. QR code. Voilà, je suis pas, voilà la preuve que je suis pas très connectée aux outils actuels, mais finalement, après, c'est devenu au contraire un lien entre les outils numériques d'aujourd'hui, enfin la technologie d'aujourd'hui, et en même temps inscrire un QR code dans un petit livret qui fait penser à un petit un manuscrit, enfin quelque chose de précieux, je sais pas, d'ancien. Ça me faisait penser à quelque chose d'ancien, un petit grimoire, quelque chose avec lequel on peut se balader pour voilà, propice à la rêverie, à l'imagination. Et j'aimais bien cette idée de jumeler les deux. Alors, l'objet média non identifié vient avec des cahiers. Oui. Des cahiers qui sont illustrés par les artistes. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté de faire la couverture d'un de ces cahiers? C'est déjà la fonction de ce cahier qui m'attirait. L'idée que ça soit un support qu'on puisse se balader avec, le format est intéressant déjà. Toujours cette idée de couture, quelque chose d'artisanal qui est élégant, bien pensé, et puis même la qualité du papier en elle-même. Et après, oui, l'idée qu'on a un carnet avec soi, c'est peut-être surtout les créatifs qui se baladent avec un carnet, mais j'ai l'impression que ça peut s'appliquer aussi à d'autres personnes, des enfants, des personnes de tous les horizons qui peuvent noter comme ça des idées. Et le fait que ce soit dans un petit carnet précieux, voilà, ça va peut-être donner du sens et former quelque chose, un peu comme quand je compose mon travail. C'est plein de petites choses qui, agglomérées, vont donner un tout et créer une cohérence, peut-être. Et après, l'idée qu'il y ait une couverture, c'est super. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler justement du dessin que tu as choisi pour la couverture d'un des cahiers d'Omni? Alors justement, j'étais en train de travailler une terra incognita, donc c'est une terre inconnue, une sorte une cartographie en fait, à l'ancienne en quelque sorte, avec là je suis en train de la regarder, hein, c'est pour ça que je la décris en regardant par-dessus l'ordinateur, mais en accumulant des blasons, des roses des vents encore, et puis en inventant un alphabet également. Donc, il y a l'idée d'écrire comme ça un travail calligraphique pour tracer des mots, mais complètement imaginaires. Et puis, voilà, venir marquer des territoires ponctués d'éléments qui sont issus de la culture très, très actuelle, la culture populaire ou la société de consommation. Et puis, avec cette même technique de dessin à la plume à l'ancienne, je vais aussi me plonger dans un passé fantasmé en fait en représentant des petites tourelles, des architectures médiévales, des choses qui font écho au patrimoine en fait. Et voilà, l'idée que ce soit un format qui puisse se déplier comme ça m'intéressait que la carte, elle vienne s'appliquer en fait sur l'ensemble de la couverture et que ça devienne
plus seulement une couverture et une quatrième de couve, mais carrément quelque chose qui se déploie. Je trouve que c'était propice par rapport au format que j'étais en train de faire. Et voilà. Super. Alors, tu as parlé de patrimoine, justement. Alors, Omni considère que la parole des artistes est un patrimoine. Qu'en penses-tu? Alors, peut-être les artistes ont une vision plus libre, enfin, qui sortirait de l'ordinaire, au sens où j'ai l'impression que quand on est artiste, c'est déjà un luxe immense de pouvoir consacrer du temps juste à la rêverie. En fait, dans le monde actuel, en plus, c'est encore plus improbable, puisqu'on est quand même dans cette idée de rentabiliser son temps, même dans la distraction, il faut que ce soit rentable de regarder sa série pour s'obliger à se détendre. Mais en fait, ça ne permet pas du tout de se détendre, du coup, puisque c'est presque une obligation. Et être artiste, j'ai l'impression que c'est au contraire, enfin moi, ma pratique, c'est comme ça, se poser et essayer de ressortir des choses qui sont profondément inscrites et enfouies et d'aller chercher comme ça un monde imaginaire à l'intérieur de soi. Mais finalement, en parlant de son monde intérieur, on parle aussi de la société actuelle, puisque je suis née voilà, dans les années 80. L'air de rien, ça a dû marquer mon esprit et ma culture, etc. Donc, peut-être, oui, la parole des artistes, elle permet de rendre compte du monde actuel d'une manière différente par rapport aux autres activités qui vont restituer comme ça le quotidien. Peut-être avec un peu plus de folie, je ne sais pas, une touche créative plus forte. On a bien besoin aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Claire. Merci.